Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Stalkfish, un projet pour lutter contre le phishing avec Thomas Damonville. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Thomas, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Ouais, je m'appelle Thomas Damonville, ainsi connu sous le pseudo de TAD depuis quelques années. Moi, je m'intéresse à la sécu depuis le milieu des années 90. Ça fait maintenant peut-être 25 ans que je travaille professionnellement sur la sécurité, sur le thème de la sécurité. Et ça fait 8-9 ans que je m'intéresse au phishing lorsque je travaillais à l'époque à l'assurance maladie, notamment sur tout ce qui était le phishing Amélie. Alors Stalkfish, qu'est-ce que c'est ? Alors Stalkfish, au départ, c'est un projet open source. J'ai commencé à créer des outils open source en Python bien souvent. C'était il y a 8-9 ans, lorsque je commençais à m'intéresser à tout ça en travaillant sur Amélie. Alors c'était des outils que je faisais à côté le soir, voilà. L'idée étant de connaître un petit peu plus la menace du phishing et puis d'en apprendre un petit peu plus aussi sur les menaçants, sur les acteurs de ces campagnes, savoir un petit peu comment ils travaillaient, comment ils étaient organisés, quel était leur but, qui est bien souvent de faire de l'argent, clairement. Voilà, donc j'ai commencé à créer des outils open source, notamment un premier outil qui s'appelle maintenant Stalkfish OSS, Open Source Software. L'idée étant de récupérer des feeds de différentes sources et de les enrichir. Et l'idée est aussi d'aller un petit peu plus loin, à savoir que le Stalkfish OSS essaye de récupérer tout ce qui est kit de phishing, les sources du kit de phishing, les points zip qui peuvent être toujours hébergés à l'endroit où ils ont été déployés. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Question pertinente. À quoi ça sert ? Alors, c'est bien de faire de la détection d'URL de phishing, etc., mais l'intérêt, il est aussi de connaître un petit peu la population qui va lancer ces campagnes. Et en récupérant les kits de phishing, ce qui peut être très intéressant là-dedans, c'est de récupérer tout ce qui est configuration, de récupérer de l'information, notamment sur les développeurs de ces kits, de connaître aussi les vecteurs d'exfiltration des données qui sont volées. À savoir, il y a 8-9 ans, c'était encore de l'email, beaucoup. Là, depuis plusieurs années, c'est beaucoup de Telegram, notamment. On peut voir aussi du Discord, on peut voir encore des fichiers plats type TXT qui sont écrits directement. Et l'intérêt, c'est de savoir où trouver ces informations. Donc, récupérer soit les configs.php qui peuvent être trouvés, voire directement récupérer les fichiers plats ou voir les informations, notamment sur les victimes. Pourquoi, j'y reviendrai, on en reparlera très probablement tout à l'heure, sur tout ce qui est notamment l'antifraude, où ça peut être intéressant de récupérer cette information, ce genre d'information, notamment pour après pivoter sur de l'information, sur les systèmes d'information internes de certaines organisations. Comment ça marche ? C'est un truc à la VirusTotal ou à la Safe Browsing où tu vas pousser des URL que tu as vues comme malveillantes, ou est-ce que tu vas crawler en fait des sites dès qu'il y a des nouveaux domaines qui sont enregistrés en passant par exemple Certificate Transparency ou des choses du genre ? Effectivement, j'utilise pas mal tout ce qui est Certificate Transparency, mais je vais utiliser aussi beaucoup du fish tank ou des feeds qui sont directement accessibles publiquement, quasi. Tu peux expliciter pour les auditeurs la fiche tank ? Alors Fishtank, c'est un site qui va référencer régulièrement tous les jours, ou même en temps réel, des URL de phishing qui ont été tagués comme phishing et qui ont été qualifiés directement comme phishing, voire même qui peuvent indiquer quelle est la marque usurpée via cette URL, par exemple. Mais qu'est-ce qui remplit ça ? Qui est-ce qui remplit ça ? C'est très communautaire. Ça, ce sont des sites qui sont très communautaires. Il y a aussi OpenFish, par exemple, qui fait beaucoup ça. Ouais, c'est comme les listes de spammers, quoi. C'est un peu ça, ouais, comme des listes de spammers, ouais. Puis ça va un petit, puis effectivement, c'est qualifié directement humainement, quoi, par des êtres humains qui vont qualifier tout ça. Alors après,
Le Stockfish OSS, lui, va récupérer 6-8 feeds comme ça, mais après, j'ai la partie stockfish.io qui est une partie qui est un petit peu plus professionnelle, beaucoup plus costaud et qui est plutôt un produit payant, même s'il y a un accès gratuit aussi à cette information, qui là va aller un petit peu plus loin, à savoir qu'il va faire des pivots, notamment sur des infrastructures d'attaquants. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Qui utilise ça alors? C'est des gens qui font de la CTI, c'est des CERT, c'est des gens qui font de l'analyse de réputation sur Internet ou des éditeurs de blacklist, même si on utilise plus ce mot aujourd'hui? Alors c'est pas mal d'effectivement de CERT ou de personnes, soit de chercheurs, soit de gens qui font de la CTI effectivement. L'idée étant d'aller un petit peu plus loin que les quelques feeds qu'on peut trouver, enfin même s'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font du feed de qualification de phishing et de détection de phishing, du URL de phishing. Là l'idée elle est aussi d'aller un petit peu plus loin là-dessus, notamment sur tout ce qui est acteur et tout ce qui est vecteur d'exfiltration notamment. Et l'idée, elle est aussi là, puisque je récupère beaucoup de tous les jours, entre 60 à 120 kits de phishing, les sources de kits de phishing, j'entends. Par jour? Ouais, par jour. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. L'idée est aussi d'en faire un peu un tri, parce que je pouvais pas non plus tous les jours regarder tous les kits que je récupérais, les ouvrir, etc. pour voir quelle était la marque qui était usurpée, etc. Donc j'ai commencé à faire aussi des Yara Rules, un projet qui s'appelle le Phishing Kit Yara Rules, qui est aussi un projet open source. Je continue à faire quand même pas mal d'open source. Et l'idée étant plutôt que directement ouvrir les kits, des IP, tout ça, etc., je travaille directement sur les headers des zip pour identifier des patterns très spécifiques, notamment au niveau des noms de fichiers, des noms de répertoires, etc., qui permet de trier aussi ce genre de choses. Donc après, de déterminer quel est l'acteur, le développeur en général, de ce kit en question, la marque usurpée, etc. Ce sont des choses que je fais aussi. Donc là, c'est 850 règles qui sont accessibles directement sur le GitHub, sachant que ce sont des règles aussi qui sont implémentées depuis quelques années dans VirusTotal. Donc vous pouvez très bien rencontrer à un moment sur une recherche des indications supplémentaires sur un point zip notamment, qui va faire popper la règle Yara correspondant aux règles Phishing Kit Yara Rules. Mais ça veut dire que pour répondre un peu à Nicolas, finalement les gens qui utilisent plutôt ça va être des SOC CERT? Plutôt des SOC CERT ou des chercheurs, clairement. C'est ça, de grosses entreprises, clairement. Oui, ou des boîtes qui vendent de la CTI ou des choses comme ça éventuellement. Ouais. Exactement, ouais. Éventuellement des prestataires pour entreprises de ce genre, tout à fait. Tu as parlé de pivoter tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'investigation end-to-end, même si ce mot doit avoir un équivalent français, de bout en bout? C'est assez commun maintenant d'avoir des infrastructures qu'on peut difficilement faire tomber aujourd'hui. Les scammers vont utiliser, notamment beaucoup de scammers français, vont utiliser maintenant aussi du bulletproof, de l'hébergement bulletproof. L'idée étant d'avoir une vision aussi de l'infrastructure que vont utiliser ces gens, parce que c'est des groupes qui sont plus ou moins organisés et qui vont héberger tout ça. Et tout ce qui est pivot est fait sur plusieurs artefacts que je vais récupérer, soit identifier la marque usurpée en regardant un petit peu tout ce qui est les favicons, notamment le MMH 3D favicon, ça c'est des informations qu'on peut trouver, tout ce qui est page titles, tout ce qui est aussi adresse IP. Sachant que les adresses IP sont aussi des informations très intéressantes, à savoir que on peut voir au quotidien sur une même adresse IP beaucoup de domaines qui sont déclarés et qui vont faire pointer sur directement cette adresse IP, ce qui permet de détecter des campagnes qui parfois ne sont même pas encore lancées, qui vont être lancées. Et si vous faites de la supervision en temps réel, vous pouvez voir popper directement ces informations et même carrément savoir quel est le groupe qui derrière va lancer cette campagne. Oui, c'est vrai que c'est génial. Tu peux anticiper les attaques, tu peux savoir qu'un groupe est en train de préparer un truc sur toi en utilisant ton image. Et en plus, tu sais quel groupe. Ouais. Potentiellement, tu peux aussi savoir qu'il a tapé telle ou telle autre marque et même contacter
les équipes sécurité de ces autres marques pour voir comment est-ce qu'ils ont réagi. Donc c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors après, c'est pas non plus, c'est pas le futur, hein, mais c'est déjà vachement bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui sont capables de faire ce genre de choses pour l'instant. Tu peux même récupérer parfois des kits avant que la campagne ne soit lancée, avant qu'ils n'aient pu être des IP et clairement configurés, etc. Quoi. C'est plutôt intéressant. Et parmi les points de pivot dont tu parlais, on peut rentrer un petit peu dans les détails de les canaux de communication auxquels tu peux avoir accès, des choses comme ça? Alors, commençons par le commencement. Une fois qu'on a récupéré des kits, on peut avoir de l'information sur le développeur, parce qu'en général, ils vont faire ils vont écrire un petit readme ou ils vont écrire un petit commentaire comme ça. Oui, c'est moi le best développeur de Scama. Ils appellent ça des Scama. Le GOAT, on dit aujourd'hui. Le GOAT du Scama, je ne sais pas, France Travail par exemple. Donc voilà, trouvez-moi sur Telegram à tel endroit, etc. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va pouvoir récupérer de l'information et pouvoir pivoter après derrière sur les réseaux et notamment tout ce qui est place de marché. Puisque il y a depuis quelques années maintenant des places de marché, notamment sur Telegram, mais pas que, des places de marché qui sont dédiées à la revente de ce matériel. Il faut bien le vendre derrière, etc. Et donc, ça permet d'avoir de l'information sur et les acteurs et ensuite quelle place de marché ils vont fréquenter et sur quelle place de marché, notamment sur quel canal, Telegram par exemple, ils vont vendre leur kit et à quel prix. Voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes. Et alors après, effectivement, vous êtes tombé sur un scama de telle ou telle marque, vous allez pivoter après derrière sur Telegram, vous allez pivoter sur la marketplace qui va bien, et puis vous allez voir que tel ou tel développeur va aussi vendre de la scama pour telle autre marque, etc. À 100 €, 250 €, etc. Avec l'antibot qui va bien, avec le Cloudflare Turnstile qui va bien, etc. Mais ce que tu fais, personne avait eu l'idée de le faire avant toi? Bah si, bien sûr. Oui, mais enfin, disons que en France, tu n'avais pas remarqué que quelqu'un le... En fait, moi, j'ai construit mon produit, mes outils. Petit à petit. Ouais, et puis selon mes besoins. Alors en général, je vais pas me lancer dans coder un truc un petit peu long sans avoir quand même fait une étude assez rigoureuse de ce qu'il existe. Parce que réinventer la roue, c'est bien, il faut le faire. Je dis pas, mais je vais pas perdre 6 mois non plus à reconstruire un outil. Enfin, quoique maintenant avec les LLM, ça va vite. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, je ne sais plus, il y a 8-9 ans, les LLM, c'était pas ça non plus. J'allais pas non plus passer 6 mois à coder un outil correct, propre, etc., sans avoir regardé ce qu'il existait déjà. Et en fait, j'ai construit les outils en fonction de mes besoins, moi, de mes recherches, etc., et de ce que je voulais voir, notamment. Donc des outils après de ce genre, il en est apparu d'autres, clairement. En Ruby, en Rust, en tous les langages qui existent, etc. Peut-être qu'ils s'inspiraient effectivement, de temps en temps, j'ai quelques greetings qui vont indiquer qu'ils se sont inspirés éventuellement de mes outils, mais qui sont plus rapides ou des choses comme ça. Mais effectivement, moi j'ai construit mes outils en fonction de mes besoins et en faisant la recherche qui va bien pour ne pas réinventer la roue. Est-ce qu'il y a différents styles, différents types de sites de phishing, ou est-ce que finalement c'est tout le temps même typologie de données qui est récupérée par les attaquants? Du site du phishing, il y en a plein. D'ailleurs, du phishing, il y en a plein. Quel est le but d'un site de phishing? Est-ce qu'il est là pour récupérer tes creds de Office 365? Est-ce qu'il est là pour récupérer tes creds de webmail? Est-ce qu'il est là juste pour te voler des accès à ton compte bancaire? Est-ce qu'il est là aussi pour éventuellement te voler des scans de ta carte d'identité, voire de tes fiches d'imposition? Il y a toutes sortes de choses de phishing. Clairement. Après, au niveau du code, c'est pareil, ça évolue beaucoup. On voyait avant des trucs en PHP dégueulasses, si vous me permettez l'expression. Maintenant, ça s'améliore de plus en plus. C'est de plus en plus propre, peut-être aussi grâce au LLM. Mais ça, j'en doute, j'en suis pas sûr. Ça peut être aussi maintenant utiliser beaucoup de CMS type Laravel, etc. Vous avez maintenant tout ce qui est phishing as a service, les FAS, qui là sont des trucs un petit peu plus costauds. Quand vous allez récupérer notamment les sources, tout sera chiffré, IonCube, etc. Et ça sera quasi illisible.
à part les fichiers de configuration, donc ce qui est toujours quand même intéressant à récupérer. Ou alors vous avez tout ce qui est AITM, Adversary in the Middle, qui va permettre aussi juste d'émuler une connexion réelle sur le site tout en volant toutes les informations nécessaires. Donc ça évolue beaucoup, même s'il y a toutes ces tendances. Alors c'est en ça que c'est intéressant aussi de faire des pivots sur tout ce qui est place de marché, parce que c'est là où on va aussi constater les nouveautés. Et ça, c'est des choses importantes aussi. Je parlais tout à l'heure notamment des gens qui vont vendre de la Scama de telle ou telle marque, mais après, ils vont aussi s'intéresser à des technologies différentes. Et ils vont commencer à vendre des technologies différentes. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus avancés. Attends, on va peut-être définir ce que c'est Scama. Certains ont peut-être entendu parler parce que tu es passé dans une émission de Mi-Code sur YouTube, dans son émission où il avait infiltré des arnaqueurs au SMS. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est justement ? La Scama, c'est juste le nom qu'ils donnent au site de phishing, au kit de phishing. C'est une Scama. Voilà. Il y a tout un vocabulaire, un métalangage comme ça, très spécifique. Et tu parlais des fichiers de configuration. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fichiers ? Les fichiers de configuration, en général, ils vont t'indiquer les vecteurs d'exfiltration. Tu vas déclarer, par exemple, quand tu vas utiliser du Telegram, tu vas déclarer un bot que tu vas enrôler directement dans un canal, et ces informations, c'est comme un petit peu des clés d'API, quoi, en gros, vont apparaître directement dans le fichier de configuration. Et dans ce fichier de configuration, lui, il sert après derrière à exfiltrer la donnée volée. Et donc, à partir de ces informations, toi, tu vas pouvoir rebondir aussi sur certaines informations. Des informations qu'on peut enrichir, c'est ce que fait Stockfish.io par exemple, de savoir quel est le nom du bot, le username, etc., mais aussi quel est le nom de l'administrateur qui l'a mis en place, voir quels sont les utilisateurs qui apparaissent directement dans le canal et qui récupèrent les informations volées. Et éventuellement, tu pourras, si le bot est configuré comme tel, tu pourras éventuellement voir les messages et demander à l'API Telegram de récupérer les messages qui sont envoyés. Quelles sont les contre-mesures qui sont prises ou qui sont peut-être de plus en plus prises par les fraudeurs ? Les contre-mesures, alors il y en a pas mal. Là, on voit beaucoup de tout ce qui est géolocalisation, quoi, géofencing. C'est-à-dire que si tu ne viens pas de France, par exemple, tu pourras pas avoir accès au site de phishing en question. Ou alors, c'est si tu ne viens pas avec tel user agent. Ou alors, si tu ne viens pas directement d'un mobile. Si tu ne viens pas de chez Orange, SFR, Bouygues, tu ne pourras pas avoir accès au site. Tu seras rerouté ailleurs. Par exemple, ça, ce sont des choses qui sont faites. Après, si tu es un bot, c'est-à-dire que si tu viens de Tor, si tu viens de chez Google ou des choses comme ça, pareil, tu seras droppé. Il y a de plus en plus de contre-mesures qui sont faites comme ça, qui sont implémentées directement dans les kits et qui permettent de filtrer l'accès directement à ces kits en question, quoi, au pages de phishing, clairement. Et donc ça, c'est tout l'art de ce que je fais un petit peu à côté, c'est de pouvoir détecter tout ça et de trouver les bypass qui vont bien. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais du coup, tout ça, ça occupe combien de personnes et ça génère combien de chiffre d'affaires ? Parce que là, ce que tu décris, c'est... Non, mais tu vois, c'est du niveau de Spam House. J'irai pas jusque-là, mais après, ce que ça a généré plusieurs années de travail de mon côté, clairement. Pour l'instant, je suis seul à gérer ce truc-là, mais après, l'idée, elle est aussi de pouvoir... pourquoi pas augmenter un petit peu ma force de travail. Clairement, et en termes de chiffre d'affaires, c'est quelques milliers d'euros par an. Pour l'instant, parce que en tant que technicien, je suis un très très mauvais vendeur, même si après l'expertise je l'ai. Oui, donc en fait c'est un logiciel libre, mais il y a un site commercial. Alors, ce n'est pas qu'un logiciel libre. Les gens peuvent acheter le service. Effectivement, tu fais bien de parler de ça, Hervé, merci. Le Stockfish OSS est toujours un outil libre et gratuit et accessible directement sur GitHub. Maintenant, il a évolué très fortement depuis 4 ans sur un produit qui est payant, mais qui peut être aussi accessible. Vous pouvez créer un compte gratuit sur le Stockfish.io. Stockfish.io, lui, c'est un Stockfish OSS, mais surboosté, quoi. Depuis 4 ans. Là, c'est quasi plus du Python. C'est paralysé à mort. Ça ne fait pas que récupérer des feeds gratuits, ça ne fait pas que récupérer les listes Certificate Transparency. Et c'est là où ça va pivoter beaucoup et où toute la CTI qui est faite, que je fais moi à côté, est implémentée. Mais du coup, la question était combien de PR tu as sur la partie open source ? Tu vois s'il y a quand même des contributeurs externes ou est-ce que tu en cherches ou... Moi, j'en cherche toujours, toujours à demander aux gens de participer à des projets open source, bien sûr. Après, j'en ai pas tant que ça. Les PR, c'est moi qui les fais en général, clairement.
Voilà. Ou alors on me demande de faire des évolutions. Alors en fonction du temps que j'ai à allouer à faire évoluer mes projets open source, je le fais. Clairement, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Mais effectivement, il y a peu de gens qui participent à ce genre de code. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est un petit peu le problème des projets open source. Si c'est pas un gros projet ultra utilisé, il y a peu de contributeurs malheureusement. Mais je m'en satisfais. Tu cherches aussi des clients, des gens à qui tu pourrais justement vendre le service payant, l'accès éventuellement à la base, des choses comme ça? Ah oui, clairement. Moi, je cherche des clients pour Stockfish.io. Moi, je suis persuadé que ça peut aider énormément d'entreprises. Je suis persuadé aussi qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'anti-phishing, notamment quand on travaille sur les acteurs. Pourquoi je travaille sur les acteurs? C'est aussi pour ça. C'est que c'est bien joli de courir après des URL de phishing à takedown tous les jours. Sauf que quand vous avez des serveurs bulletproof en face hébergés en Russie, c'est pas évident déjà à faire tomber le serveur. Vous allez peut-être faire tomber le domaine, c'est bien joli, mais peut-être que ça serait peut-être un petit peu plus intéressant d'aller s'intéresser aux acteurs, surtout quand ils peuvent être français et trouvables sur le territoire, clairement. Donc effectivement, je cherche des clients. Je cherche surtout à faire avancer cette lutte anti-phishing, clairement. C'est mon leitmotiv au départ. Et là, c'est également les forces de l'ordre que ça peut intéresser. Il m'arrive de travailler avec les forces de l'ordre, bien entendu, mais c'est pas des gens qui payent. Non. Bon, donc voilà, oui, bien entendu. Mais oui, il m'est arrivé de travailler avec les forces de l'ordre, de les aider dans certaines investigations et de livrer de la donnée, ouais, bien entendu. Tu as suscité ma curiosité en disant que la réécriture n'avait pas été en Python. Donc, tu as choisi un autre langage? Écoute, moi je me tourne progressivement vers le Rust, clairement, voilà. Mais après, je suis pas non plus un gros spécialiste. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'utilise aussi pas mal de LLM. J'apprends le Rust, mais en général, j'apprends. J'aime bien apprendre. Je me suis fait tout seul. Moi, j'ai commencé à tirer du câble. Donc, j'apprends les langages aussi en fonction de mes besoins. Donc c'est un peu une façon, enfin je vais pas prendre, même si je les ai lus, les documents de base de comment créer un programme en Rust, etc. Mais je vais faire appel maintenant au LLM pour m'aider à créer quelque chose et puis l'orienter et puis comprendre aussi surtout ce que j'écris pour capitaliser tout ça. Mais oui, ça commence à partir vers tout ça, quoi. Comme je parse de plus en plus de data, c'est un petit peu plus intéressant aussi et plus rapide que du Python. Ok, est-ce qu'il y a un point dont tu souhaiterais parler et qu'on n'a pas évoqué? Il y a plein de points. Moi, je suis intarissable. Moi, je peux passer à la télé pendant 3 heures à parler de phishing. J'adore ça. C'est devenu pour moi une sorte de passion. Mais je pense que le tout a été dit. Moi, j'insiste sur le fait aussi que, franchement, que moi, je travaille sur les acteurs. Pourquoi? Parce que il y a des choses à faire. Là, on commence à annoncer de dépasser le milliard d'euros en France de vols via des campagnes de phishing, qu'elles soient Mondial Relais, qu'elles soient La Poste, qu'elles soient Amélie, qu'elles soient je ne sais quoi en taille. Voilà. Ça commence à prendre des proportions énormes. Quand j'entends des enregistrements d'Allo, ces gens qui appellent, qui se font passer pour votre conseiller bancaire et qui vont finir par siphonner complètement le compte en banque de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent au départ et qui finissent par les insulter, ça me trouve le cœur. Et je pense qu'il faut travailler vraiment sur ces gens, il y a beaucoup de choses à faire, clairement. Ok Thomas, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est allons-y, travaillons sur ces gens. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai déjà fait pas mal de choses. Il reste encore des petites choses à faire. Là, maintenant, il est question d'agir un petit peu. Pas que sur les détections, mais sur les acteurs. Je répète ça parce que pour moi, c'est très important. Et on peut le faire. Et on va le faire. Et le phishing, c'est pas une fatalité. On peut travailler là-dessus. Il y a encore de grandes marges de travail à réaliser et de pas d'avancer à faire. Cette menace. Pour te donner des moyens, il faut s'abonner sur stockfish.io. Exactement. Si les gens souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire?
Eh ben, soit sur stockfish.io, sinon j'ai le stockfish.com aussi, où je fais du blog aussi un petit peu, où j'explique, je découpe des kits, je regarde un petit peu, j'explique aux gens ce que c'est. Tiens, il y a peu, j'ai aussi expliqué sur comment on peut travailler entre la détection du phishing jusqu'à l'investigation de l'antifraude, par exemple. Ça, ce sont des choses aussi intéressantes et qui sont très peu documentées a priori. Voilà, donc stockfish.com, stockfish.io, vous me trouverez facilement sur LinkedIn, sur Blue Sky, des choses comme ça. Pas Twitter, X, je fais plus ça. Les gens qui lèvent le bras, je ne fais pas. Bravo. Bon, eh bien, merci Thomas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. Vladimir, Oui. c'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, alors un tout petit mini-fail qu'on m'a raconté récemment. Alors je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant un peu de recul avec humour, mais pas d'accabler les gens. Et donc c'est un petit fail que m'a raconté Quentin, à qui je passe le bonjour, qui m'a raconté qu'il a été récemment à un salon professionnel de la cybersécurité et qu'il a été sur un stand d'un éditeur de la cybersécurité qui a fait toute une décoration avec des échecs, des tableaux d'échecs, des jeux d'échecs, tout sur l'échec. Et il y avait quasiment une dizaine de personnes autour de lui. Et il a commencé à leur poser des questions sur le fonctionnement des échecs, etc. Et apparemment, personne des 10 personnes ne savait jouer aux échecs et personne ne connaissait la moindre règle des jeux d'échecs. Donc c'est un peu un fail quand tu fais ta promotion sur le jeu d'échecs et que tu ne connais pas le jeu des échecs. C'est l'échec de l'échec, quoi. C'est ça. Mais non, mais là, tu confonds le marketing et les commerciaux. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien d'étonnant. Enfin, moi, j'ai vu bien pire comme fail sur des salons. Mais je ne dirai rien. Bon, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Merci aux contributeurs. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.